Ici, dans la galaxie du Tétard, à plus de 400 millions d'années-lumière de notre galaxie, l'espace est calme, imposant avec son lot de couleurs et de mystères. Mais au même moment, dans une galaxie lointaine, très lointaine, dans un immense nuage de gaz moléculaire de plus de 65 années-lumière de diamètre, se trouve un fragment d'une taille de 3 années-lumière. Ce fragment, personne ne le sait encore, mais c'est ce fragment qui va être à l'origine de notre système solaire. Pour le moment, tout est calme, mais en l'espace de quelques instants, dans une explosion lumineuse, quelque part dans cet énorme nuage, apparaît une supernova. Et c'est cette onde de choc qui déclenche la formation de notre étoile, en créant des régions plus denses au sein du nuage, au point d'initier son effondrement. Ce fragment, qui représente une petite portion du nuage, en s'effondrant, conduit à la formation d'un noyau dense d'une taille de 10 000 unités astronomiques. On appelle ça la nébuleuse présolaire. Notre Soleil se serait donc formé près d'étoiles massives à courte durée de vie, car ce sont les seuls à pouvoir former des supernovas. Il serait donc apparu dans une large région de production d'étoiles massives, sans doute comparable à la nébuleuse d'Orion. L'étude de la structure de la ceinture de Kuiper et des matériaux inattendus qui s'y trouvent suggère que le Soleil s'est formé parmi un ensemble d'étoiles regroupées dans un diamètre de 6 à 19 années-lumière et le tout représentant 3000 masses solaires. Après 535 millions d'années, cet amas s'est complètement désagrégé. Différentes simulations de notre Soleil jeune, interagissant avec des étoiles passant à proximité durant les 100 premiers millions d'années de sa vie, produisent des orbites anormales. De telles orbites sont encore observables aujourd'hui dans le système solaire externe, notamment celle des objets épars. La nébuleuse présolaire avec une masse et une composition semblables au Soleil actuel comprenait de l'hydrogène accompagné d'hélium et de traces de lithium formant environ 98% de sa masse. Les 2% de la masse restante représentant les éléments plus lourds créés par les générations plus anciennes d'étoiles. À la fin de leur vie, ces anciennes étoiles avaient expulsé les éléments plus lourds dans le milieu interstellaire et ensuite captés par la nébuleuse solaire. À cause de la conservation du moment angulaire, la nébuleuse tournait plus vite à mesure qu'elle s'effondrait. Comme les matériaux au sein de la nébuleuse se condensaient, la fréquence des collisions des atomes qui la composaient augmentait, convertissant leur énergie cinétique en chaleur. Le centre, où la plus grande partie de la masse était collectée, est devenu de plus en plus chaude, bien plus que le disque l'entourant. Sur une période de 100 000 ans, les forces concurrentes de la gravité, de pression des gaz, de champs magnétiques et de rotation ont causé la contraction et l'aplatissement de la nébuleuse en un disque protoplanétaire, tournant avec un diamètre d'environ 200 unités astronomiques et formant en son centre une protoétoile chaude et dense. Après 50 millions d'années, la température et la pression au cœur du Soleil sont devenues si élevées que son hydrogène a commencé à fusionner, créant une source d'énergie interne qui s'est opposée à la contraction gravitationnelle jusqu'à ce que l'équilibre hydrostatique soit atteint. Le Soleil vient de rentrer dans la première phase de sa vie, connue sous le nom de séquence principale. Ces étoiles tirent leur énergie de la fusion de l'hydrogène en hélium dans leur cœur. Aujourd'hui encore, le Soleil est une étoile de la séquence principale. Au fur et à mesure que le système solaire primitif continuait d'évoluer, il s'est peu à peu éloigné de ses frères et sœurs du nuage moléculaire d'origine et a continué à orbiter seul autour du centre de la Voie lactée. On suppose que les différentes planètes se sont formées sur la base de la nébuleuse solaire, un nuage en forme de disque fait de gaz et de poussière n'ayant pas directement été englouti dans la formation du Soleil. Le phénomène aujourd'hui retenu par la communauté scientifique, selon lequel les planètes se sont formées, est nommé l'accrétion. Selon ce procédé, les planètes naissent des grains de poussière du disque d'accrétion en orbite autour de la protoétoile centrale. À la suite des contacts directs, ces grains de quelques centaines de mètres s'agrègent en blocs de plusieurs kilomètres de diamètre qui, à leur tour, entrent en collision les uns avec les autres pour former des corps plus importants d'environ 10 km de large. On les appelle des planétésimaux. Pendant les quelques millions d'années qui suivent, ces planétésimaux s'accroissent graduellement de quelques centimètres par an avec de nouvelles collisions. Le système solaire interne, c'est-à-dire la région du système à moins de 4 unités astronomiques du Soleil, est trop chaude pour que les molécules volatiles telles que l'eau et le méthane se condensent. Ainsi, les planétésimaux qui s'y forment ne peuvent être constitués que de composants chimiques ayant un haut niveau de sublimation, comme le fer, le nickel et l'aluminium, ou même encore des roches silicates. Ces corps rocheux vont devenir les planètes telluriques qui sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Comme ces composés chimiques sont assez rares dans l'univers, correspondant seulement à 0,6% de la masse de la nébuleuse, les planètes telluriques ne connaissent pas de croissance importante.
100 000 ans après la formation du Soleil, l'embryon terrestre cesse d'accumuler de la matière et atteint seulement 0,05% de la masse terrestre actuelle. Mais petit à petit, de nouvelles collisions et fusions de corps de la taille de quasi-planètes permettront alors aux planètes telluriques de grossir jusqu'à leur taille actuelle. Lorsque les planètes telluriques se formaient, elles restaient immergées dans un disque de gaz et de poussière. Le gaz est partiellement soutenu par les mécanismes de pression et n'orbite donc pas aussi vite que les planètes autour du Soleil. La résistance induite par le milieu cause un transfert de moment angulaire. Ce phénomène a pour conséquence de faire progressivement migrer les planètes vers de nouvelles orbites. Mais lorsque le gaz se dissipe, les planètes intérieures ont doucement tendance à se rapprocher du Soleil. Cette migration place finalement les planètes telluriques sur leurs orbites actuelles. Les géantes gazeuses qui sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune se forment plus à l'extérieur, par-delà la ligne des glaces. Cette ligne désigne la limite entre les orbites de Mars et de Jupiter, où la matière est suffisamment froide pour que les composés de glace volatiles restent à l'état solide. Des glaces qui forment les géantes gazeuses sont plus abondantes que les métaux et les silicates qui forment les planètes telluriques. Ces températures plus froides permettent aux géantes de devenir suffisamment massives pour qu'elles finissent par capturer l'hydrogène et l'hélium qui sont les éléments les plus légers mais aussi les plus abondants de l'univers. Sur plus de 3 millions d'années, les planétésimaux formés par-delà la ligne des glaces accumulent jusqu'à plus de 4 masses terrestres. Aujourd'hui, les 4 géantes gazeuses totalisent quasiment 99% de toute la masse orbitant autour du Soleil. Et ce n'est pas pour rien que Jupiter se trouve juste derrière la ligne des glaces. Cette limite accumule de grosses quantités d'eau par évaporation de la glace. Cette évaporation crée une région de faible pression qui facilite l'accélération des particules en orbite à la frontière de cette ligne et interrompt leur mouvement vers le Soleil. En effet, la ligne des glaces agit comme une barrière qui cause l'accumulation rapide des matériaux à environ 5 unités astronomiques du Soleil. Cet excès de matériaux fond en un large embryon d'environ 10 masses terrestres qui commence alors à grossir rapidement en engloutissant l'hydrogène présent dans le disque alentour. L'embryon atteint alors 150 masses terrestres en seulement 1000 ans, jusqu'à atteindre sa masse nominale 318 fois celle de la Terre. La masse significativement plus réduite de Saturne s'expliquerait par le fait qu'elle se serait formée quelques millions d'années après Jupiter, alors qu'il y avait moins de gaz disponible dans son environnement. Uranus et Neptune sont supposés s'être formés après Jupiter et Saturne. Mais depuis, le puissant vent solaire a soufflé au loin l'essentiel des matériaux du disque. Ces deux planètes n'ont eu l'opportunité d'accumuler qu'une petite quantité d'hydrogène et d'hélium, totalisant pas plus d'une masse terrestre chacune. C'est de là que vient la qualification de noyau raté d'Uranus et de Neptune. Là où sont actuellement situées les planètes, il leur aurait fallu une centaine de millions d'années pour agréger leur noyau. Cela signifie qu'Uranus et Neptune se sont probablement formés plus près du Soleil, près de Saturne ou peut-être même entre celle-ci et Jupiter, et qu'elles ont migré plus tard vers l'extérieur. Après 10 millions d'années, le vent solaire du jeune Soleil aurait éliminé tout le gaz et la poussière du disque protoplanétaire, le soufflant dans l'espace interstellaire, mettant ainsi fin à la croissance des planètes. Passé ce point, il ne reste que des planétésimaux. À la fin de l'époque de la formation planétaire, le système solaire interne était peuplé de 50 à 100 embryons planétaires ayant une taille allant de 1 à 2 lunes, et où la plus grosse était la protoplanète qui allait former Mars. Une croissance supplémentaire n'a été possible que parce que ces corps sont entrés en collision et ont fusionné, ce qui a pris moins de 100 millions d'années. Ces objets auraient interagi gravitationnellement entre eux, les orbites des uns tirant sur celles des autres, jusqu'à ce qu'elles se heurtent, fusionnant et grossissant, jusqu'à ce que les 4 planètes telluriques que nous connaissons aujourd'hui aient pris forme. L'une de ces collisions géantes est probablement à l'origine de la formation de la Lune, alors qu'une autre aurait retiré l'enveloppe externe de la jeune Mercure. Mais ce modèle ne peut expliquer comment les orbites initiales des protoplanètes telluriques, qui auraient dû être hautement excentriques pour pouvoir entrer en collision, ont produit les orbites quasi circulaires remarquablement stables que les planètes telluriques ont aujourd'hui. Une hypothèse est que les planètes telluriques se seraient formées dans un disque de gaz qui n'aurait pas encore été expulsé par le Soleil. Avec le temps, la résistance gravitationnelle de ce gaz résiduel aurait limité l'énergie des planètes, lissant leur orbite. Mais un tel gaz, s'il avait existé, aurait empêché les orbites excentriques pour permettre la fusion des protoplanètes. Une autre hypothèse est que la traînée gravitationnelle ne s'est pas produite entre les planètes et le gaz résiduel, mais entre les planètes et les petits corps restants.
Au fur et à mesure que les grands corps se déplaçaient à travers la foule d'objets plus petits, les objets plus petits, attirés par la gravité des planètes plus grandes, formaient une région de densité plus élevée, un sillage gravitationnel, sur le chemin des objets plus grands. Ce faisant, la gravité accrue du sillage a mis les objets plus gros sur des orbites plus régulières. La bordure extérieure de la région tellurique à 4 unités astronomiques du Soleil est appelée la ceinture d'astéroïdes. La ceinture d'astéroïdes initiale contenait suffisamment de matière pour former 2 à 3 planètes comme la Terre et un grand nombre de planétésimaux s'y sont formés. Comme pour les planètes telluriques, les planétésimaux de cette région ont plus tard fusionné et formé de 20 à 30 embryons planétaires. Mais l'histoire de la région fut fortement influencée par la gravité de Jupiter qui augmenta la vitesse de ces planétésimaux, les amenant à éclater lors des collisions avec d'autres corps plutôt qu'à s'agréger. Alors que Jupiter migrait vers l'intérieur, poursuivant sa formation, les résonances auraient balayé des portions de la ceinture d'astéroïdes, perturbant la dynamique de la région. Cette action a soit chassé les planétésimaux à la périphérie de la ceinture d'astéroïdes, soit perturbé leur inclinaison et leur excentricité orbitale. Certains de ces embryons massifs furent éjectés par Jupiter, tandis que les autres ont pu migrer vers le système solaire interne et jouer un rôle clé dans l'accrétion finale des planètes telluriques. Durant cette période de réduction, les effets des planètes géantes et des protoplanètes ne laissèrent à la ceinture d'astéroïdes qu'une masse totale équivalent à moins de 1% de celle de la Terre, composée principalement de petits planétésimaux. S'ensuit ensuite une période d'impact géant au cœur du système solaire interne qui joua probablement un rôle clé dans l'acquisition de l'eau actuelle présente sur Terre depuis l'ancienne ceinture d'astéroïdes. L'eau étant trop volatile pour avoir été présente lors de la formation de la Terre, elle a dû arriver ultérieurement depuis des régions plus lointaines et plus froides du système solaire. L'eau fut probablement apportée par les protoplanètes et les petits planétésimaux lancés hors de la ceinture d'astéroïdes par Jupiter. Selon l'hypothèse de la nébuleuse, les géantes de glace, Uranus et Neptune, sont à la mauvaise place. En effet, elles sont situées dans une région de la nébuleuse où la densité est réduite et où la longue durée de l'orbite rend leur formation improbable. Comme dit avant, on pense donc qu'elles se sont formées sur des orbites plus proches, entre celles de Jupiter et de Saturne, où davantage de matériaux étaient disponibles. Elles auraient ensuite migré vers l'extérieur du système solaire sur une période de plusieurs centaines de millions d'années. La migration des planètes extérieures est aussi nécessaire pour expliquer l'existence et les propriétés des régions les plus extérieures du système solaire. Au-delà de Neptune, le système solaire se prolonge par la ceinture de Kuiper, les objets épars et le nuage d'Oort. Ces 3 populations clairsemées de petits objets de glace seraient le point d'origine de la plupart des comètes observées. À leur distance du Soleil, l'accrétion était trop lente pour permettre aux planètes de se former avant la dispersion de la nébuleuse solaire, et donc le disque initial manquait de densité de masse pour se consolider en une planète. La ceinture de Kuiper se trouve entre 30 et 55 unités astronomiques du Soleil, alors que plus loin, le disque dispersé s'étend jusqu'à plus de 100 unités astronomiques. Le nuage d'Oort débute, lui, à 50 000 unités astronomiques. A l'origine, la ceinture de Kuiper était beaucoup plus dense et plus proche du Soleil, avec un bord extérieur à environ 30 unités astronomiques. Son bord intérieur était juste au-delà des orbites d'Uranus et de Neptune, qui étaient à leur tour beaucoup plus proches du Soleil, à environ 15 unités astronomiques, lorsqu'elles se sont formées très probablement. À cette époque, Neptune était plus proche du Soleil qu'Uranus. Après la formation du système solaire, les orbites de toutes les géantes gazeuses ont continué à évoluer lentement. Elles étaient alors influencées par leurs interactions avec le plus grand nombre de planétissimaux restants. Il y a environ 4 milliards d'années, Jupiter et Saturne entraient en résonance 2-1. Saturne effectuait une révolution autour du Soleil, alors que Jupiter en faisait 2. Cette résonance créa une poussée gravitationnelle qui repoussa les planètes extérieures. Neptune dépassa l'orbite d'Uranus et plongea dans l'ancienne ceinture de Kuiper. La planète dispersa la majorité des petits objets présents vers l'intérieur, tandis qu'elle se déplaçait vers l'extérieur. Ces objets, parfois des planétésimaux, déroutaient à leur tour la planète suivante qu'ils rencontraient d'une manière similaire, déplaçant les orbites des planètes vers l'extérieur alors que ces planètes s'approchaient du Soleil. Ce processus continua jusqu'à ce que les planétésimaux interagissent avec Jupiter. L'immense gravité que la plus grosse planète du système solaire exerçait alors sur eux les envoyait sur des orbites hautement elliptiques. Certains furent même éjectés hors de l'influence gravitationnelle du Soleil.
Ce processus amena Jupiter à se rapprocher du Soleil. Ces objets dispersés par Jupiter sur des orbites très elliptiques forment aujourd'hui le nuage d'Oort. Les objets dispersés sur une inclinaison moins importante par la migration de Neptune forment la ceinture de Kuiper et le disque dispersé. Ce scénario explique la faible masse de la ceinture de Kuiper et du disque dispersé. Certains des objets épars, notamment Pluton, devinrent gravitationnellement liés à l'orbite de Neptune. En contraste avec les planètes externes, les planètes telluriques internes n'auraient pas significativement migré durant l'évolution du système solaire car leurs orbites sont restées stables durant les périodes des impacts géants. Les perturbations gravitationnelles issues de la migration des planètes extérieures auraient projeté un grand nombre d'astéroïdes vers le système solaire intérieur en appauvrissant la ceinture d'astéroïdes jusqu'à ce qu'elle atteigne la très faible masse qu'on lui connaît aujourd'hui. Cet événement pourrait avoir initié le grand bombardement tardif qui a eu lieu il y a à peu près 4 milliards d'années, c'est-à-dire 500 millions d'années après la formation du système solaire. Cette période de bombardement massif dura plusieurs centaines de millions d'années et est mise en évidence par les anciens cratères encore visibles sur les astres géologiquement morts du système solaire interne tels que la Lune et Mercure. Les plus vieilles traces de vie sur Terre datent de 3,8 milliards d'années, quasiment immédiatement après la fin du grand bombardement tardif. Les impacts seraient des événements ordinaires, même si actuellement rares, de l'évolution du système solaire. Ils continuent de se produire comme l'illustrent des collisions telles que celle de la comète Shoemaker-Levy 9 avec Jupiter en 1994 ou le météore cratère dans l'Arizona. Le processus d'accrétion est en conséquence incomplet et peut encore constituer une menace pour la vie sur Terre. L'évolution du système solaire extérieur semble avoir été influencée par des supernovas proches et probablement aussi par la traversée de nuages interstellaires. Les surfaces des corps du système solaire les plus éloignés auraient éprouvé des altérations spatiales issues des vents solaires, des micrométéoroïdes ou encore des composants neutres du milieu interstellaire. Des lunes orbitent autour de la plupart des planètes du système solaire ainsi qu'autour de bien de corps spatiaux. Jupiter et Saturne ont un grand nombre de lunes telles que Io, Europe, Ganymède et Titan, qui pourraient provenir de disques autour de chaque planète géante, en grande partie de la même façon que les planètes se sont formées avec le disque autour du Soleil. Cette origine est indiquée par l'importante taille des lunes et leur proximité avec leurs planètes. En effet, ces deux propriétés combinées ne peuvent pas être cumulées sur des lunes capturées. D'un autre côté, la nature gazeuse des planètes rend impossible la création de lunes par des débris résultant de collisions. Les lunes extérieures des géantes gazeuses tendent à être petites et avoir des orbites excentriques avec des inclinaisons aléatoires. Ce sont là des caractéristiques attendues pour des objets capturés. La plupart de ces lunes orbitent dans la direction opposée de la rotation de leurs planètes associées. La plus grande lune irrégulière est la lune Triton, autour de Neptune, qui serait un objet capturé de la ceinture de Kuiper. Les lunes des corps solides ont été créées par des collisions et par des captures. Les deux petites lunes de Mars, Deimos et Phobos, seraient des astéroïdes capturés. La lune de la Terre aurait été formée à la suite d'une seule gigantesque collision oblique où l'objet impacteur, appelé Theia, devait avoir une masse et une taille comparables à 2 fois celle de la Lune. L'impact aurait eu lieu quelques dizaines de millions d'années après la formation des planètes internes. La collision projeta en orbite une partie du manteau de Theia qui s'agrégea pour former la Lune. Cet impact géant fut le dernier d'une série de fusions qui formèrent la Terre. Charon, la lune de Pluton, pourrait aussi s'être formée par l'intermédiaire d'une large collision. Les couples Pluton-Charon et Terre-Lune sont les seuls du système solaire dans lesquels la masse du satellite est supérieure à 1% celle de la planète. Le système solaire voyage autour de la Voie lactée avec une orbite circulaire à approximativement 30 000 années-lumière du centre galactique. Il lui faut au moins 220 voire 250 millions d'années pour effectuer une seule révolution complète, à la vitesse de 220 km par seconde. À ce rythme, depuis sa formation, le système a déjà réalisé au moins 20 révolutions. Certains scientifiques ont suggéré que le cheminement du système solaire à travers la galaxie est l'un des facteurs expliquant les extinctions massives périodiques observées sur Terre au travers des enregistrements fossiles. Lors de ces orbites, le Soleil connaît en effet de légères oscillations verticales qui l'amènent à traverser régulièrement le plan galactique. Lorsqu'il est à l'extérieur du plan galactique, l'influence des marées galactiques est plus faible. Lorsqu'il entre dans le disque galactique, ce qui a lieu tous les 20 à 25 millions d'années, il revient sous l'influence bien plus importante du disque galactique qui, selon certains modèles mathématiques, accroît les flux des comètes provenant du nuage d'Oort.
Ce flux, alors 4 fois plus important, conduit à une augmentation importante de la probabilité d'un impact dévastateur. Mais d'autres scientifiques constatent que le Soleil est actuellement proche du plan galactique et que pourtant le dernier événement de grande extinction remonte à 15 millions d'années. Par conséquent, la position verticale du Soleil ne saurait, à elle seule, expliquer ces extinctions périodiques. Ils retiennent alors plutôt comme déclencheur le fait que le Soleil traverse périodiquement les bras spiraux de la galaxie. Les bras spiraux recèlent non seulement un plus grand nombre de nuages moléculaires, mais aussi une plus grande concentration des géantes bleues brillantes. Alors que la gravité des nuages peut interagir et perturber le nuage d'Oort, les géantes bleues, qui ont une plus courte durée de vie, peuvent exploser violemment en supernova. Les astronomes estiment que le système solaire tel que nous le connaissons ne devrait pas changer jusqu'à ce que le Soleil ait fusionné tout l'hydrogène de son noyau en hélium, commençant son évolution depuis la séquence principale pour entrer dans la phase de géante rouge. À long terme, les changements les plus importants au sein du système solaire proviendront de l'évolution et du vieillissement du Soleil. Au fur et à mesure qu'il brûle son combustible, il accroît sa température en brûlant le carburant restant encore plus vite. Le Soleil élèvera sa luminosité de 10% tous les milliards d'années. Dans 1 milliard d'années, les radiations émises par le Soleil auront augmenté et sa zone habitable se sera déplacée vers l'extérieur, rendant la surface terrestre trop chaude pour que l'eau à l'état liquide puisse y subsister naturellement. À ce moment-là, toute forme de vie terrestre sera impossible. L'évaporation de l'eau, un gaz à effet de serre potentiel depuis la surface des océans, pourrait accélérer l'élévation de la température, ce qui pourrait mettre fin à toute forme de vie sur Terre encore plus vite. À cette époque, il est possible que la température à la surface de Mars s'élève graduellement. Le dioxyde de carbone et l'eau actuellement gelée sous le sol martien seront libérés dans l'atmosphère, créant un effet de serre. Ce dernier réchauffera la planète jusqu'à ce qu'elle atteigne les conditions comparables à celles de la Terre aujourd'hui, offrant potentiellement un nouvel îlot possible pour la vie. Dans 3,5 milliards d'années, les conditions à la surface de la Terre seront similaires à celles de Vénus aujourd'hui. Dans environ 5,4 milliards d'années, le noyau du Soleil sera devenu suffisamment chaud pour entamer la fusion de l'hydrogène dans ses couches supérieures. Cela engendrera une inflation colossale de la surface de l'étoile qui s'étendra en conséquence. À ce stade, il entrera dans une nouvelle phase de son cycle de vie, connue sous le nom de géante rouge. Dans 7,5 milliards d'années, le Soleil s'étendra sur un rayon de 1,2 unités astronomiques, c'est-à-dire 256 fois sa taille actuelle. À l'apogée, il aura démultiplié sa surface pour atteindre une luminosité 2700 fois plus importante et sera en conséquent bien plus froid en sa surface, environ 2900 degrés. Durant cette période de sa vie de géante rouge, le Soleil provoquera un vent solaire qui portera au loin environ 33% de sa masse. Dans ce futur lointain, il est possible que la lune Titan de Saturne puisse atteindre une température de surface nécessaire pour supporter la vie. Alors que le Soleil s'étendra, il devrait absorber les planètes Mercure et très probablement Vénus. La destinée de la Terre est moins claire, alors que le Soleil enveloppera l'orbite actuelle de la Terre, il aura perdu le tiers de sa masse, et du coup d'attraction gravitationnelle, ce qui amènera les orbites de chaque planète à s'agrandir considérablement. En ne considérant que ce phénomène, Vénus et la Terre pourraient sans doute échapper à l'incinération. Graduellement, l'hydrogène brûlant dans le manteau entourant le noyau solaire accroîtra la masse du noyau jusqu'à ce que celle-ci atteigne environ 45% de la masse solaire actuelle. À ce point, la densité et la température deviendront si hautes que la fusion de l'hélium en carbone commencera, engendrant un flash d'hélium. Le Soleil diminuera alors passant de 250 à 11 fois son rayon actuel. Sa luminosité diminuera également passant de 3000 à 54 fois son niveau actuel. Le Soleil deviendra une étoile de la branche horizontale, brûlant l'hélium dans son cœur de façon stable, à la manière dont il brûle de l'hydrogène aujourd'hui. La période de fusion de l'hélium ne dépassera pas 100 millions d'années. Finalement, il sera obligé de recourir à nouveau à la réserve d'hydrogène et d'hélium dans ses couches externes et va s'étendre une seconde fois, tournant dans ce qui est connu sous le nom de branche asymptotique des géantes. À ce stade, sa luminosité augmentera encore pour atteindre 2090 fois sa luminosité actuelle et il refroidira encore jusqu'à environ 3200 degrés.
Cette phase durera environ 30 millions d'années, les couches externes du Soleil seront progressivement soufflées par son impulsion, éjectant un vaste flux de matière dans l'espace et formant un halo mal nommé nébuleuse planétaire. La matière éjectée contiendra l'hélium et le carbone produits par les réactions nucléaires solaires, continuant à enrichir le milieu interstellaire avec des éléments lourds pour de futures générations de systèmes solaires. Il s'agira d'un événement relativement paisible, ne s'apparentant en rien à une supernova. Un observateur pouvant témoigner de cet événement aura observé une accélération massive de la vitesse des vents solaires, mais pas assez pour complètement détruire une planète. Mais la perte de masse de l'étoile pourrait engendrer le chaos dans les orbites des planètes survivantes, les amenant éventuellement à une collision ou encore en les éjectant complètement du système solaire. Après quoi, tout ce qui restera du Soleil sera une naine blanche, un objet extraordinairement dense, représentant 54 fois sa masse d'origine, le tout compacté dans le volume de la Terre. Initialement, cette naine blanche pourrait être 100 fois plus lumineuse que le Soleil actuel. Elle sera entièrement constituée de carbone et d'oxygène dégénérés, mais n'atteindra jamais une température suffisante pour déclencher la fusion de ces éléments. Ainsi, elle se refroidira progressivement, devenant de moins en moins lumineuse. Lorsque le Soleil sera mort, c'est-à-dire que son cœur sera mis à nu, son pouvoir d'attraction sur les corps en orbite, comme les planètes, les comètes et les astéroïdes, sera affaibli à cause de sa perte de masse dans les étapes précédentes. Toutes les orbites des planètes restantes vont s'étendre. Si Vénus, la Terre et Mars existent encore, leurs orbites seront à peu près de 1,4 unités astronomiques pour Vénus, 1,9 unités astronomiques pour la Terre et 2,8 unités astronomiques pour Mars. Toutes les planètes deviendront sombres, glacées et complètement dépourvues de toute forme de vie. Elles continueront à orbiter autour du Soleil, mais leur vitesse sera réduite en raison de l'augmentation de la distance et de la gravité réduite du Soleil. 2 milliards d'années plus tard, quand le Soleil aura refroidi, le carbone et l'oxygène dans le noyau du Soleil gèleront et 90% de sa masse restante devenant une structure cristalline. Finalement, après des milliers de milliards d'années supplémentaires, le Soleil cessera complètement de briller, devenant une naine noire. Bien que la grande majorité des galaxies de l'univers observable s'éloignent rapidement de la Voie lactée, la galaxie d'Andromède se dirige vers nous à la vitesse de 120 km par seconde. Dans 2 milliards d'années, Andromède et la Voie lactée devraient entrer en collision, les amenant toutes les deux à se déformer. Si cette perturbation initiale a lieu, les astronomes établissent à 12% les chances que le système solaire soit tiré à l'extérieur, dans la queue de la Voie lactée, et à 3% les chances qu'elle devienne gravitationnellement liée à Andromède et donc partie intégrante de cette galaxie. Après une nouvelle série de secousses gravitationnelles, au cours de laquelle la probabilité d'éjection du système solaire passe à 30%, un trou noir supermassif émergera. Finalement, en environ 7 milliards d'années, la Voie lactée et Andromède termineront leur fusion en une gigantesque galaxie elliptique. Au cours de la fusion, la gravité accrue va forcer le gaz à se concentrer au centre de la nouvelle galaxie en formation. Cela devrait conduire en une période d'intense formation d'étoiles. Le gaz, en s'engouffrant dans le trou noir nouvellement formé, va le nourrir, le transformant en une galaxie active. La violence de ces interactions poussera probablement le système solaire dans le halo externe de la nouvelle galaxie, le laissant relativement épargné par les rayonnements provenant de ces collisions. Il serait faux de croire que cette collision peut perturber les orbites des planètes au sein du système solaire. S'il est vrai que la gravité des étoiles de passage peut détacher des planètes dans l'espace interstellaire, les distances entre les étoiles sont si grandes que la probabilité que la collision de la Voie lactée et d'Andromède cause des perturbations à un système d'étoiles donné est négligeable. Bien que le système solaire dans son ensemble puisse être affecté par ces événements, le Soleil et les planètes ne devraient pas être dérangés. Toutefois, au fil du temps, la probabilité cumulative d'une rencontre fortuite avec une étoile augmente et la perturbation des planètes devient pratiquement inévitable. En supposant que les scénarios du Big Crush ou du Big Rip annonçant la fin de l'univers ne se produisent pas, les calculs indiquent que la gravité des étoiles de passage aura complètement dépouillé le Soleil mort de ses planètes restantes d'ici 1 million de milliards d'années. Ce point marque alors la fin du système solaire. Bien que le Soleil et les planètes puissent y survivre, le système solaire tel que nous le concevons cessera d'exister, laissant place à un nouveau cycle dans un nouveau nuage moléculaire, dans une galaxie lointaine, très lointaine.
Voilà, si ce n'est toujours pas fait, vous pouvez vous abonner, liker, commenter et partager la vidéo. Si on se retrouve d'ici quelques jours pour une future vidéo sur Orbinea, allez bye.